Maintenant, je vais dire bonjour à Catherine Boisclair. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, je te présente rapidement avant de te céder la parole. Donc Catherine Boisclair est urbaniste et possède une formation en aménagement du territoire, de même qu'en sciences politiques et en journalisme. Elle a acquis une expertise en développement urbain durable et en mobilité, notamment par l'analyse et la rédaction de politiques publiques sur ces thèmes. Depuis 2018, elle coordonne le projet Oui dans ma cour, je pense que tu vas nous en parler aujourd'hui, à l'organisme Vivre en ville. De 2016 à 2018, elle a œuvré comme conseillère en aménagement et urbanisme au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, donc qui s'appelle maintenant MAMACH, afin de contribuer au renouvellement des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, dont celles portant sur les milieux de vie. Et antérieurement à Vivre en ville de 2011 à 2016, Catherine a participé à la rédaction de guides et de mémoires, à des missions d'études, de même qu'à la formation et l'accompagnement des municipalités. Alors, je vois le titre de ta présentation, vers un dialogue constructif sur la densification. Catherine, la parole est à toi. Oui, merci. Je pars un petit chronomètre parce que j'ai vraiment envie de discuter avec vous. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui pour Parlons Territoire. Pour la petite histoire, en 2015, j'ai contribué au lancement de l'Alliance Ariane pour soutenir en fait cette idée d'une stratégie nationale en aménagement du territoire, en urbanisme. Puis, je suis très fière de voir où on en est aujourd'hui. Puis, je suis surtout très fière de voir à quel point ça mobilise, qu'on sorte enfin des cercles plus fermés de la profession, puis qu'on s'allie avec la population sur ces sujets-là. Comme disait Philippe, je pense qu'on ne va pas s'entendre sur tous les moyens, mais de faire entendre une voix forte sur le besoin des milieux de vie de qualité, de se doter d'espaces de dialogue là-dessus, c'est crucial. Donc là, on a un espace de dialogue à l'échelle nationale, mais moi, je vais vous parler d'espace de dialogue aussi à l'échelle locale. Donc, comment on fait au Québec pour passer d'une certaine dynamique d'opposition à une dynamique de collaboration sur les transformations urbaines qui sont nécessaires pour accueillir une croissance de la population qui est présente, tout en bonifiant nos milieux de vie existants. Comment on fait de la densification gagnant-gagnant? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Vivre en ville, voici notre mission. Donc, une définition du développement durable appliquée au territoire, finalement. Et comme vous le savez, ben, chaque jour, il faut réinventer qu'est-ce que ça veut dire, mais on y travaille concrètement avec le milieu municipal. J'ai beaucoup aimé la présentation de M. Paquette qui parle d'analyse fine du territoire. Quand on accompagne les milieux municipaux, on part toujours Vivre en ville. C'est notre méthode, notre démarche d'une analyse fine des composantes du cadre bâti, des milieux naturels, du patrimoine arboricole. On va toujours s'intéresser à ce qui est déjà là pour voir comment on transforme ces milieux-là pour plus de voisins, et moins d'étalement, mais des milieux de vie de qualité. Donc, on travaille à l'ensemble des échelles d'intervention. Il y a des organismes qui se spécialisent plus à l'échelle du bâtiment ou à l'échelle de la rue. Nous, on va travailler aussi à l'échelle du quartier, des régions. Donc, toujours dans une idée de cohérence des interventions à toutes ces échelles-là. Ce qui n'est pas simple, c'est complexe, mais c'est notre intention. Je souligne notre principal partenaire financier, qui est le gouvernement du Québec via le programme Action Climat Québec. Finalement, Sylvain l'a bien positionné. Nos collectivités font face à des défis multiples. On veut protéger nos territoires agricoles, les mettre en valeur. Même chose pour nos milieux naturels. Dans le sud du Québec, on le sait, il en reste peu. Et c'est souvent les milieux les plus sensibles qui restent à protéger. On veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On veut une vitalité, une convivialité urbaine. On veut des finances publiques équilibrées. Réduire notre consommation énergétique, l'accessibilité aux activités par l'ensemble des modes de transport, puis pour l'ensemble des populations, la sécurité routière, la santé publique. Je pense que la crise de la COVID a soulevé un enjeu, mais on a aussi toute la question du vieillissement actif ou juste du fait des modes de vie physiquement actifs, de l'accès à une saine alimentation. Donc, on a une panoplie de défis, puis en même temps, on accueille une croissance de la population. Il y a des besoins en logement. Comment on répond aux besoins des logements des Québécois tout en faisant face à l'ensemble de ces défis-là. Donc, ça demande des transformations urbaines pour arriver aux caractéristiques des milieux de vie durables qui sont ici très brièvement résumées: la densité, la mixité sociale et des activités et l'offre de transport multimodal. Tout ça dans une idée de créer la proximité, ce qui fait le propre des milieux
de l'habitat humain, finalement, de pouvoir vivre en collectivité et de réduire, et c'est là que le bas blesse, la place occupée par nos modes de transport et de tendre vers des modes de transport beaucoup moins consommateurs d'espace, de ressources et, on le sait, émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, comment on crée cette proximité-là tout en suscitant des milieux de vie de qualité? Donc, on cherche vraiment à réduire les distances entre les logements et les emplois, les commerces. Et pour ce faire, l'idée, ce n'est pas de créer des nouveaux quartiers à la marge de la ville qui sont en tout point exemplaires, puisqu'on a déjà des territoires urbanisés, mais des tissus très lâches qui comportent des opportunités de redévelopper la ville sur elle-même. Je vous en présente une ici, mais donc, mon idée, c'est simplement de dire qu'il y a des transformations urbaines qui sont nécessaires, comme par exemple ici, dans la région de Québec, il y a construction sur un ancien stationnement. Donc, c'est la même photo où on voit qu'il y a des logements qui sont venus prendre la place d'un ancien stationnement de surface. Vivre en ville, on travaille beaucoup à démontrer l'éventail des possibles, des formes que peut prendre la densification. Et quand on fait des recommandations aux municipalités, on va s'inspirer du déjà là, des formes existantes pour une intégration réussie. Et on ne le fait pas n'importe où, cette densification-là. Elle se fait nécessairement dans des lieux stratégiques. Et ces lieux-là, en fait, ce sont les lieux qui présentent déjà des infrastructures comme les écoles, les commerces, mais aussi des arbres matures. C'est des qualités de quartier qu'on apprécie et donc dont on veut bénéficier quand on est un nouveau résident. Et beaucoup aussi les infrastructures de transport en commun, les réseaux structurants de transport en commun. Dans la région, on a parlé des Transit Oriented Development, les TOD, donc l'idée de construire à distance de marche du réseau structurant de transport en commun, puisque le meilleur stationnement incitatif, c'est son propre garage. Donc, on veut reconstruire la ville sur elle-même dans les lieux où on va pouvoir vivre dans des milieux de vie de qualité déjà à la base et sans, évidemment, urbaniser des nouveaux territoires. Ça demande des transformations urbaines, ça demande de modifier nos milieux de vie et ça demande de repenser notamment l'espace de la rue. J'ai mis ici un exemple d'une avancée de trottoir. Ça peut demander des transformations aussi beaucoup plus importantes en termes de mobilité durable. Quand vous avez, par exemple, des infrastructures en site propre, ça demande de revoir l'espace de la rue, de la façade d'un bâtiment jusqu'à l'autre façade. On repense complètement ça. On repense la circulation aussi. Ça bouscule des habitudes. Je vous parle de mobilité durable parce que quand on densifie, ça va ensemble. S'il y a plus de monde au kilomètre carré, il faut nécessairement se mouvoir autrement pour ne pas créer des nuisances plutôt que générer des milieux de vie de qualité. Oui, c'est ça. Donc, on a la densification, on a les transformations urbaines pour la mobilité durable, donc revoir l'espace de la rue notamment, mais il y a aussi le verdissement qui est nécessaire. Mais ces transformations-là, la densification, je vous ai mis quelques coupures de presse, mais je pense qu'on pourrait en avoir beaucoup aussi dans vos régions. C'est des transformations qui font réagir. Et ces réactions-là, elles sont normales et elles sont légitimes. Et nous, on invite les professionnels à le considérer comme tel, même si parfois c'est confrontant parce qu'on a suivi la loi à la lettre, on a fait notre consultation obligatoire. Comment ça se fait que les gens se mobilisent? Et M. Paquette l'a abordé. Bien sûr, les intégrations de bâtiments de mobilité durable ne se font pas toujours dans la qualité. Donc, on a mis au jeu une approche à vivre en ville parce que nous, d'habitude, on fait beaucoup des études de potentiel de consolidation. On accompagne les municipalités pour qu'elles planifient leur densification du territoire. Mais ce volet-là de nos activités se concentre sur comment, ensemble, on va vers un dialogue constructif, comment on s'allie pour des transformations urbaines qui participent à la lutte contre les changements climatiques. Donc, ce fameux projet Oui dans ma cour, c'est surtout à quelles conditions, ensemble, sommes-nous prêts à dire oui dans ma cour? Et peu importe dans quel milieu on se trouve, il va y avoir des préoccupations similaires. Et des préoccupations, j'aime le dire et le répéter, légitimes. On habite des milieux qu'on aime, on a acheté une maison dans un quartier pour ses caractéristiques. On a peur de perdre au change souvent quand les changements arrivent. Et les projets qu'on voit arriver ne correspondent pas toujours à l'idée qu'on a de comment se devrait se transformer le quartier. Donc, je vous ai listé ici énormément de préoccupations que vous avez probablement quand vos quartiers se transforment. Et en fait, en général, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les principaux freins à la densification, c'est, et M. Paquette l'a nommé, la qualité des projets de densification et aussi la qualité de leur insertion. Bon, on voit ici une cour asphaltée. Si on ne repense pas la place de l'automobile, c'est sûr qu'en plus, ce ne sont pas nécessairement des lieux désirables à long terme pour des gens qui veulent y vivre, mais aussi pour les voisins.
Et on a constaté le manque de dialogue constructif face au changement et le manque d'espace de dialogue pour discuter de ces changements-là. Vous le savez, vos organisations ont des professionnels en changement organisationnel. Ils vont vous accompagner là-dedans dans la mise en place de nouveaux systèmes informatiques. Mais quand vient le temps que nos quartiers se transforment, pas accompagné, on se fait consulter très rapidement, puis ça génère de la frustration. Donc, notre projet a voulu mettre au jeu différentes interventions. Il y a une multitude de professionnels qui se prononcent sur le sujet en ce moment. On a voulu contribuer aussi. Donc, on a mis au jeu des outils sur notre site web ouidansmacour.québec qui va être partagé dans le chat, où on veut informer, mobiliser, outiller les acteurs de la densification. Puis quand je parle des acteurs de la densification, je parle aussi des citoyens qui contribuent à ce débat-là. Et on a fait des accompagnements avec des collectivités pour un dialogue constructif sur la densification entre les différentes parties prenantes, notamment des municipalités qui voulaient travailler avec leurs citoyens sur le sujet. On a aussi inclus des promoteurs dans la discussion. Et ces accompagnements-là, on ne peut pas accompagner l'ensemble du Québec. Hein. Notre travail, c'est un travail de recherche-action où on nourrit les outils à partir de ces enseignements-là, à l'image de ce que M. Paquette fait également. Il y a plusieurs approchements. J'ai peu de temps, mais je voulais vous partager 3 défis du dialogue constructif sur la densification. Le minimum légal de consultation qui est souvent insuffisant, la densification, de quoi on parle, c'est une définition qui n'est pas si claire, et un manque de confiance entre les parties. Et je terminerai sur quelques remarques sur la stratégie. Donc, un minimum légal souvent insuffisant, bien, on l'a dit d'entrée de jeu, Mme Roy l'a dit, on a une loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui est désuète, qui est très procédurale. Les consultations obligatoires, celles qui sont prévues à la loi, arrivent en fin de processus. Donc, c'est un minimum légal qui ne s'adapte pas à toutes les situations. Peut-être que des fois, ça peut s'adapter, mais en réalité, les transformations urbaines nécessaires pour lutter contre les changements climatiques notamment, mais pour créer des milieux de vie de qualité, bien, ça mérite plus de dialogue que ça. Je vous l'ai dit, ce sont des grands bouleversements. Une seule consultation à la fin, alors que les temps sont comptés, c'est insuffisant. Et dans les pistes de solutions, bien, il y a des municipalités et des promoteurs qui sont proactifs et qui mettent en place ce que j'appelle des consultations facultatives, c'est-à-dire que ce n'est pas prévu à la loi, mais elles mettent en place des démarches de participation active. Je vous ai mis ici 2 exemples. La première photo, c'est une démarche, on a travaillé avec la ville de Deux-Montagnes, notamment sur la densification de son TOD, et un exemple de promoteur qui veut repenser le site d'un centre d'achat qui est localisé très stratégiquement à Québec, le long d'un axe de transport en commun. Bien, ça va être une transformation importante. Il y aura de la densification. Et là, on est vraiment en amont sur aimez-vous les Galeries Charlesbourg? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Aimez-vous y consommer? Qu'est-ce que vous aimez? Puis, donc, on est très, très en amont dans le processus. Il n'y a même pas de permis de déposer. Voilà. Sinon, pour le deuxième défi, la densification, de quoi on parle, on l'a mentionné dans le débat public, la notion de densification réfère à un imaginaire parfois terrifiant. Est-ce qu'on devrait utiliser un autre terme? On peut en discuter. Consolidation, requalification, hein, l'idée de donner des nouvelles qualités à un milieu ou à un bâtiment. La densification verte, donc on vient nécessairement à coller le fait que, certes, il y a de l'ajout de logements, mais il y a aussi l'ajout d'espaces verts. Les transformations urbaines, c'est un terme qu'on utilise. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Puis parmi les solutions, bien, il y a clarifier de quoi on parle. Puis là-dessus, Vivre en ville, on contribue là-dessus dans le projet Oui dans ma cour, à travers une exposition itinérante, des conférences, des fiches aussi, tout savoir sur la densification sur notre site web. On a des capsules vidéo. Donc, on cherche vraiment à expliquer bien, c'est quoi son rôle, pourquoi on fait ça, puis ses formes possibles aussi, parce qu'il n'y a pas une seule forme possible, puis il n'y a pas un seul terrain possible. Hein. Je le précise parce que des fois, c'est comme, il faut densifier là, puis il faut densifier comme ça, parce que sinon, les changements climatiques. C'est pas simple comme ça, la discussion. Je pense qu'un coup qu'on statue ensemble que notre territoire doit se densifier, il y a énormément de discussions à avoir à partir de ce point-là. Par contre, la stratégie de la pédagogie, la vulgarisation, c'est en amont des conflits. Quand il y a un conflit qui est installé sur un projet en particulier, ben, c'est plus le temps de dire oui, mais vous savez, les changements climatiques, c'est important de densifier, vous savez, on accueille des nouveaux. Oui, ça fait partie de la discussion, mais quand il y a un conflit qui s'installe, il faut d'abord entendre les émotions difficiles, donner un espace aux préoccupations, puis souvent, il y a une relation de confiance à reconstruire. Je vais y venir sur le troisième défi. Mais pour terminer sur l'idée de clarifier de quoi on parle, ben, il y a toute l'idée d'humaniser la discussion. Pour qui on... Et je vous présente Jean-Claude et Liliane,
qui habitent dans un nouveau bâtiment, dans un quartier à Québec. Cohabitat Québec est quand même un projet connu à l'échelle du Québec. Et c'est un nouveau bâtiment qui est certes venu boucher des vues, créer plus d'ombrage. C'est un bâtiment multilogement qui accueille une population diversifiée, mais ils ont réussi à créer de la qualité avec une cour intérieure partagée. Puis c'est sûr qu'eux, ils ont un mode de fonctionnement collectif assez particulier. Mais donc, nous, on s'est attelé sur le site Oui dans ma cour à faire des portraits de la densification, montrer qui sont ces gens. Puis on recherche d'ailleurs des personnes qui voudraient témoigner. On a surtout trouvé des gens dans les milieux très urbains. Donc, peut-être que vous aurez des gens à nous suggérer. Donc, tout ça pour dire, la densification n'est pas un but en soi, c'est un moyen d'arriver à nos fins, puis c'est important de parler des milieux de vie de qualité de la ville que nous voulons. Le dernier défi, il y a un manque de confiance entre les parties, clairement. Actuellement, on vit dans une réalité où il y a une crise de confiance envers les institutions publiques. La commission Charbonneau nous a démontré des stratagèmes qui ont créé énormément de suspicions envers le milieu de la construction, nos autorités municipales. Il y a des choses qui ont été mises en place pour contrôler, mais il reste que la confiance est ébranlée du public envers nos institutions. Il y a une recherche de reconnaissance aussi de l'expression citoyenne, de votre expertise d'usage. Puis dans le débat public, ce qu'on constate aussi, comme dans le contexte, il y a un a priori défavorable envers les nouveaux logements en général, mais surtout envers les bâtiments multilogements. Dès qu'on prononce le mot tour, le mot condo, il y a quelque chose de très péjoratif d'associé à ça et de très... il y a un enjeu culturel aussi à ça. On ne s'identifie pas à ce mode de vie toujours. C'est un changement majeur qui bouscule aussi. Puis, c'est pas évident, comme je vous l'ai dit, quand c'est un changement, de travailler dans des temps courts avec des délais légaux qui courent pour adopter les règlements. L'urbanisme, c'est un univers complexe. Puis, juste le fait de ne pas se comprendre ou de comprendre dans quelle étape on est rendu du processus ou qui décide, comment ça fonctionne, juste ça, ça peut créer des tensions puis faire en sorte que le dialogue se passe pas puis que c'est une dispute finalement. Puis finalement, il y a une démonisation des partis qui est bien ancrée. On va dire les citoyens sont égoïstes, ils font du pas dans ma cour. On va dire les promoteurs, eux, ils veulent juste des profits. Les municipalités, ils veulent juste faire des taxes. Donc, on démonise vraiment les autres partis, ce qui fait en sorte que ça aide pas à discuter, créer des environnements sécuritaires pour discuter de la ville que nous voulons. Dans les solutions, créer des relations avec les parties prenantes en amont des conflits potentiels, par exemple, au moment où on dresse les enjeux, le diagnostic, ce qu'a mentionné M. Paquette, ben, c'est le moment d'entrer en relation avec les différentes parties prenantes parce qu'il n'y a pas encore des décisions à prendre. On est plus au moment de quels sont les enjeux qu'on rencontre, quelles sont nos aspirations. J'ai beaucoup aimé cette appellation. Donc, ensemble, on réfléchit déjà à ce moment-là, on crée une relation de confiance, on apprend à travailler ensemble. Puis éventuellement, quand il y a des choix difficiles à faire, ben, on se connaît, puis on arrive à mieux travailler ensemble dans un contexte plus tendu. On va vouloir aussi, les municipalités, les promoteurs, créer un environnement prévisible pour ces débats-là. Par exemple, les municipalités se dotent de politiques de participation, prennent des engagements envers leurs citoyens sur les étapes que vont traverser les projets, les types de participation. Puis un environnement prévisible aussi, c'est user de pédagogie sur l'urbanisme et la densification, comme je le disais, pour que les gens sachent, bien, PIA, PPU, CCU, PMAD, CMQ, tous ces acronymes-là, on évolue dans quel univers? Puis le rôle des professionnels est en évolution pour supporter un dialogue constructif. Donc, toute l'importance d'anticiper les préoccupations potentielles dans le design de projet, puis aussi aller vers des techniques de mobilisation, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des exclus du dialogue. C'est beaucoup les mêmes personnes qui se présentent dans les processus participatifs. On veut aller chercher l'input de l'ensemble de la population. On a mis des outils au jeu à ce sujet-là, notamment une trousse de bon voisinage. Catherine? En conclusion, puis je ne vous ai pas parlé d'exemple, mais on a travaillé avec la ville de Sainte-Catherine sur un site en particulier. Je voulais aussi vous mentionner Saint-Jean-sur-Richelieu. On a travaillé avec eux sur leur stratégie de développement durable qui est en amont de leur plan d'urbanisme. C'était très intéressant, puis c'est encore en cours. Puis on m'a demandé aussi des exemples en Estrie, vivre en ville, mais je ne connais pas bien cet exemple. On a travaillé avec Saint-Camille sur comment continuera de croître le village dans un contexte aussi de on veut une vitalité du noyau villageois. Donc, toutes ces questions-là. Merci, Catherine. Puis, je suis content que tu finisses sur un exemple rural. On a eu une question là, ou un commentaire de Louise là, dans le chat qui nous disait comment les messages de densification peuvent passer là,
des régions rurales dans les deuxième, troisième couronnes, parce qu'on a l'impression, je prends les mots de Louise, l'impression d'avoir beaucoup de territoires laisse croire que l'étalement urbain ne les concerne pas au détriment des milieux naturels. Je trouve que c'est important parce que c'est un peu toute la question que vous avez soulevée d'abord, Sylvain, puis ensuite toi, sur bien comprendre nos enjeux avant de, tu sais, en amont des choix de projet pour pouvoir aller vers cette densification qu'on comprend qui est utile, qui est utile et qui est nécessaire partout. Puis je reviens là, sur la question de qu'est-ce qui est la vision, c'est les enjeux, les aspirations, les opportunités sur lesquelles on devra s'entendre. C'est juste pour ouvrir la période de discussion. Mais la dernière chose que moi, je veux aussi souligner, Catherine, que j'ai vraiment, on dirait que j'ai arrêté sur cette phrase-là, tu as dit, moi, je travaille avec des promoteurs, puis ils sont ébahis parce qu'ils disent, j'ai suivi la lettre à la loi. Et là, je me retrouve avec des problèmes d'acceptabilité sociale. Fait que là, je trouve que ça, encore une fois, ça met tout à fait en lumière le cadre, tu l'as dit, procédurier, procédural, en fait, là, des lois et des outils qui ne sont pas adaptés à ce qu'on a besoin de faire à ces jours-ci. Ces jours-ci, pardon. Puis, sur tes exemples là, que tu n'as pas eu le temps de présenter, peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin dans la discussion. Alors, merci, Catherine.